je connais très peu de personnes qui disent à prime abord qu'ils aiment négocier. À moins que tu sois né dans une famille qui littéralement t'a appris à le faire. On a tous cette aversion à la négociation parce qu'en tant que tel, on a peur de blesser les autres, on a peur d'être ostracisé, on a peur d'être mis de côté dans la société parce que c'est tout ce qu'on a appris. Mais il y a une manière qui fait en sorte que négocier ne devient pas un jeu de qui est le plus fort et comment est-ce que tu peux gagner, mais bien comment est-ce que tu peux te mettre à la place de l'autre personne, comprendre ses besoins et venir à un accord commun qui va venir vous satisfaire tous les deux. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, si tu es sur le marché du travail, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de vouloir négocier ton salaire lorsqu'on te propose une première offre, mais tu as l'impression que tu pourrais avoir mieux. Mais en même temps, tu sais que si jamais tu es comme moi et que tu sors de l'université, tu n'as pas grand-chose à prouver pour faire valoir ta valeur. C'est là que l'aspect de la négociation entre en jeu et ça devient super important de savoir comment te vendre, comment faire en sorte que la situation devienne gagnante-gagnante pour toi et ton employeur, mais surtout comment avoir une meilleure vie en général parce qu'on s'entend, tu vas devoir négocier dans beaucoup d'autres situations que juste ton salaire et probablement que tu le fais déjà sans même t'en rendre compte. On va explorer 3 grands thèmes aujourd'hui ensemble qui sont comprendre les fondamentaux de la négociation, donc comment est-ce que tu peux comprendre et influencer les autres. Ensuite, on va regarder les stratégies et les outils pour mener la discussion. Et finalement, comment gérer les tensions et maximiser tes résultats. Et sans plus attendre, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour devenir la meilleure version de toi-même et ne manquer aucun épisode qui sorte à chaque mercredi. Notre premier concept, c'est les fondamentaux de la négociation, donc comprendre et influencer. La première chose, en fait, que je vois beaucoup de personnes faire, c'est qu'on pense qu'on est des êtres rationnels, mais c'est tout le contraire. On est littéralement drivé par nos émotions. Tu penses que tu vas prendre une décision qui est rationnelle, mais pour analyser toutes les informations qui sont à ta disposition et faire des hypothèses, tu vas effectivement utiliser la partie de ton cerveau qui est rationnelle, mais lorsque va venir le temps de prendre ta décision, ça va être purement émotionnel. Parce qu'en tant que tel, oui, tu vas avoir plusieurs possibilités qui ont du sens, mais celle que tu vas prendre n'est pas nécessairement celle qui va avoir le plus de sens logiquement, mais c'est celle qui va t'amener le plus grand gain émotionnel. Parce qu'en tant qu'humain, on est toujours dans la recherche d'éviter la perte, on veut surtout éviter l'inconfort, et c'est ça qui va venir influencer toutes nos décisions. Donc, il y a un concept, en fait, de Daniel Kahneman qui a écrit le livre Thinking Fast and Slow qui parle du système 1 et le système 2. Donc, le système 1, c'est un système qui est rapide, instinctif et émotionnel, et le système 2 est lent, délibéré et logique. Le système 1, c'est le système qui va être le plus influent, en fait, parce que c'est lui qui va venir influencer littéralement les choix du système 2 par rapport à la grande gamme d'informations et de choix qui se présentent à lui. Donc, à chaque fois que tu vas prendre une décision, en fait, ton premier drive, ça va être le système 1 qui est tes émotions. Donc, c'est pour ça que lorsque tu vas venir négocier avec quelqu'un, c'est pas de lui présenter le choix qui est le plus rationnel, c'est de venir comprendre émotionnellement de quoi il a besoin. En bref, tes émotions et tes impressions initiales du système 1 vont venir influencer tous les choix que tu vas prendre avec ton système 2. Puis, pour devenir une bonne négociatrice, honnêtement, je connais très peu de personnes qui disent à prime abord qu'ils aiment négocier. À moins que tu sois né dans une famille qui littéralement t'a appris à le faire. On a tous cette aversion à la négociation parce qu'en tant que tel, on a peur de blesser les autres, on a peur d'être ostracisé, on a peur d'être mis de côté dans la société parce que c'est tout ce qu'on a appris. Mais il y a une manière qui fait en sorte que négocier ne devient pas un jeu de qui est le plus fort et comment est-ce que tu peux gagner, mais bien comment est-ce que tu peux te mettre à la place de l'autre personne, comprendre ses besoins et venir à un accord commun qui va venir vous satisfaire tous les deux. Donc, c'est en ayant le bon ton de voix, c'est en ayant une écoute active, c'est en faisant preuve d'empathie tactique dont on va parler un petit peu plus tard. Puis, juste vraiment, faut oublier l'idée que la négociation, ça va être de la manipulation. Parce que la manipulation, c'est quelque chose qui est entièrement différent et la manipulation est toxique. La négociation cherche à faire valoir les besoins de l'autre personne tout en mettant les tiens en avant. Donc, comme d'habitude, en fait, cette semaine, le livre qui m'a inspiré est Never Split the Difference par Chris Voss. Et dans le livre, en fait, il raconte une expérimentation que j'ai trouvée vraiment intéressante en lien avec le fait que si on est des êtres rationnels ou pas, qui vient aussi mettre en perspective la notion de qu'est-ce qu'on pense qui est juste et à quel point ça vient aussi influencer notre ego, nos émotions et la manière dont on va prendre une offre ou pas. Donc, dans une classe, disons, on met les étudiants en groupe de 2 et on leur donne un 10 $. L'un des étudiants est en charge de donner une offre et l'autre est en charge de l'accepter ou pas. Et
il y a juste une chance. Si l'étudiant qui fait une offre est refusé par l'autre personne, les deux joueurs repartent avec rien, mais si l'offre est acceptée, ils peuvent garder l'argent. Donc, dans cette situation, on penserait que la plupart des personnes vont faire 5-5 et ensuite l'offre va être acceptée, mais en fait, on a vu de tout. Donc, il y a des gens qui proposaient 1$ pour garder 9$. Il y en a qui ont même proposé 6$ et qui garderaient 4$. Et ironiquement, ceux qui ont proposé quelque chose de plus bas à l'autre personne ont tous été systématiquement refusés. Parce que, on est d'accord, c'est pas les règles de la finance qui ont changé. 4$ vaut quand même plus que 0, mais dans cette situation-là, ils sont quand même repartis avec 0. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la notion de juste est venue empiéter sur le rationnel. Même si tu sais que 4$ vaut plus que 0, si tu penses que l'autre partie veut en tirer un gain à ton désavantage, ben tu vas refuser l'offre et ça va directement partir sur une base qui est négative. Puis, avant de rentrer dans les stratégies aussi, je vais prendre un moment pour parler des différents types, en fait, de biais qu'on a qui peuvent venir influencer nos relations interpersonnelles sans même qu'on le sache. En fait, en négociation, tu vas utiliser souvent 3 types de voix. Donc, tu as la voix qui est dite DJ. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va être? C'est une voix qui est très calme, posée, puis qui va mettre l'autre en confiance. Donc, admettons, dans une tonalité, tu vas aller chercher à dire une phrase, puis ensuite, tu vas terminer la phrase avec un influx qui est vers le bas. Donc ça, quand tu termines tes phrases vers le bas, l'autre personne va se sentir écoutée et ça va être beaucoup plus facile, en fait, de la calmer malgré ses demandes ou quoi que ce soit. La deuxième chose qui est importante, c'est la voix qui va être dite positive. Donc, souvent, en fait, quand je vais adopter un sourire lorsque je parle, on s'entend, il y a un ton qui est assez différent que si j'étais pour parler avec ma voix normale, sans rien d'autre. Ça, en tant que tel, la voix qui est positive, ça va faire en sorte que l'autre personne, tu vas être perçu comme étant amical et déjà là, ton aspect de confiance va être renforcé envers elle. La troisième voix, c'est la voix qui est assertive. Donc, en négociation, on veut l'éviter le plus possible parce que ça va faire en sorte que l'autre personne se sent attaquée et déjà là, il va être en position de défense et automatiquement va être fermé à presque tout ce que tu vas lui dire par la suite. Donc, vraiment, lorsque tu essaies de négocier, essaye de garder soit la voix DJ, donc avec l'inflexion vers le bas lorsque tu termines une phrase, ou bien la voix qui est positive, enjouée et amicale pour venir négocier. Puis il y a quelque chose aussi qui est super intéressant, qui est la règle du 7-38-55. Donc, il y a des études qui ont prouvé en fait que lorsque tu as une discussion avec quelqu'un, lorsque ton cerveau l'analyse, il y a 7% de cette analyse qui est juste reflétée par les mots, 38% va être par rapport au ton de la voix et 55% va avec le langage corporel et les expressions faciales. Donc, la grande majorité, en fait, de la manière dont les gens vont interpréter ton message va aller sur tes expressions corporelles et tes expressions faciales. Puis ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas nécessairement confiance lorsqu'on parle avec quelqu'un, mais tout ce qu'on pense subconsciemment dans notre message va se traduire par d'autres choses que des mots. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important en négociation d'être honnête et de vraiment prendre l'autre en considération et d'être à l'écoute. Puis, c'est pour ça aussi qu'il faut que tu fasses attention à ton ton de voix et ton langage corporel lorsque tu vas aller donner un message parce que le cerveau analyse beaucoup plus la deuxième partie que simplement tes mots. Donc, admettons, là, je bypasse un petit peu mon plan, là, mais disons que quelqu'un, lors d'une négociation, te donne un oui, mais tu as l'impression qu'il n'est pas certain. Comment est-ce que tu peux venir l'aider à se sentir encore plus en confiance? Donc, en vente, je vois beaucoup ça, des gens qui vont aller chercher un oui, mais si c'est pas un oui qui est 100% décisif, tu peux venir dire, tu viens de me dire oui, mais j'ai l'impression que tu n'es pas 100% certain. Est-ce qu'on pourrait adresser ensemble ce qui te rend indécisif parce que je veux pas qu'on parte sur une mauvaise base? Puis la personne, ensuite, logiquement, tu se sentirais plus en confiance et va venir t'expliquer pourquoi elle ne peut pas te donner un oui, et ensuite, c'est là que tu vas venir pouvoir renforcer ses objections. Puis un autre point qui est important aussi, ça concerne en fait la perspective. Donc, faut comprendre qu'en tant qu'humain, on a vraiment une grande aversion au risque. Même si on a une opportunité qui est certaine mais moins bonne, on va la prendre par rapport à une opportunité qui est meilleure mais moins certaine. Donc, par exemple, une personne va probablement choisir d'avoir une possibilité de 100% de gagner 9 500 $ plutôt qu'une probabilité de 95% de gagner 10 000 $, justement par le concept d'aversion au risque.
Puis techniquement, rationnellement, si tu fais les calculs, t'es beaucoup mieux de prendre une probabilité de 95% d'avoir 10 000 qu'une probabilité de 100% à 9 500 parce que c'est un gain techniquement d'avoir un 500 de plus. Mais vu qu'on n'est pas rationnel et qu'on agit sur les émotions, c'est là où est-ce qu'on va devoir jouer lors de la négociation. Maintenant qu'on a vu les fondamentaux de la négociation qui sont comment comprendre et influencer les autres positivement, parce qu'on se rappelle, la manipulation, c'est négatif, négociation, positif, on peut se tourner vers les stratégies et les outils pour mener la discussion. Donc souvent, en fait, on va penser qu'une négociation ou n'importe quelle conversation se passe juste avec deux personnes qui sont deux voix, mais il faut prendre en considération que chaque personne, ou du moins la majorité des personnes, j'ai appris récemment que des personnes n'ont tellement pas de voix dans leur tête, mais pour une majorité des personnes, c'est une discussion à quatre, parce que tu as la voix que tu utilises pour parler, la voix qui est dans ta tête qui te permet de réfléchir et de l'autre côté aussi, tu as naturellement la voix de la personne et sa propre voix qui est dans sa tête pour réfléchir au même moment. Puis, en fait, il y a une étude qui a été faite que ton cerveau ne peut traiter que 7 morceaux d'informations à la fois. Puis, dans la vie, on s'entend, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de stimuli externes dont on ne prête pas attention parce que ton cerveau fait juste l'éliminer. Puis, ça prouve en fait à quel point on est facilement submergé par l'information qu'on reçoit et on a une faille à traiter toute l'information qui est présente devant nous. Comment est-ce qu'on peut passer de 4 voix qui fait en sorte que la conversation est totalement désordonnée et chaotique à une seule voix peut-être, ou 2 maximum? Ça, c'est par l'écoute active. Puis souvent, en fait, ce qui va se passer lorsque tu as un argument, c'est que tu vas parler. Et lorsque c'est au tour de l'autre personne de parler, ben c'est la voix dans ta tête qui va venir embarquer pour dire « Ah non, mais c'est pas ce que j'ai dit, nanana. Comment est-ce que je peux venir faire mon nouvel argument par rapport à ce que l'autre personne a dit? » Mais ça, c'est pas une discussion qui est constructive et ça mène absolument nulle part. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut se tourner vers l'écoute active pour venir réduire ce biais de traitement d'information qu'on a. Donc, comment est-ce que tu fais de l'écoute active, en fait? C'est que lorsque la personne va te parler, au lieu de réagir, tu vas écouter. Au lieu de chercher ton contre-argument qui va venir prouver ton point ou quoi que ce soit, concentre-toi vraiment sur ce que la personne te dit et va chercher à comprendre aussi pourquoi. Donc, elle va dire quelque chose puis vient renforcer ses propos. L'une des manières de faire ça, en fait, c'est de poser des questions qui sont dites comme étant calibrées. Donc, une question calibrée, c'est une question qui ne peut pas être répondue par oui ou non et ça va forcer ton interlocuteur, en fait, à développer qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc, les bonnes questions calibrées, en fait, ça va commencer par quoi, comment ou pourquoi. Et souvent, ça va faire en sorte que l'autre personne va devoir développer sa pensée. Par contre, il faut faire attention avec ton utilisation du mot pourquoi parce que souvent, en fait, ça peut avoir l'air comme étant une attaque. Admettons, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ben, l'autre personne peut se sentir agressée en tant que telle parce que tu vas venir remettre en question la raison derrière laquelle elle a fait cette action-là. Mais la meilleure question calibrée, en fait, lorsque tu veux que la personne t'aide à accomplir ce qu'elle te demande, c'est de lui demander directement « Comment est-ce que je peux faire ça? » En lui demandant ça, elle va littéralement trouver la solution à son problème en pensant que ça vient d'elle-même, en fait. C'est comme un peu un reverse engineered. Quand quelqu'un te demande quelque chose, tu lui demandes comment est-ce que tu peux faire ça pour qu'elle te sorte la réponse. Puis ensuite, peut-être qu'elle va réaliser que c'est pas super réaliste. Et ensuite, ça va te permettre de comprendre, d'écouter et de comprendre les motifs aussi ultérieurs après. Puis ça fait en sorte en fait que ton interlocuteur va voir cette question-là comme étant un problème à résoudre et non une accusation. Il y a aussi quelque chose de similaire en fait qui sont des phrases adoucies. Donc en fait, au lieu d'accuser les gens d'une certaine émotion ou quoi que ce soit, tu commences par dire j'ai l'impression que tu te sens de telle manière ou bien j'ai l'impression que c'est vraiment important pour toi d'avoir accès à ce document-là. Puis ensuite, la personne va t'expliquer pourquoi et elle va se sentir surtout comprise et écoutée, ce qui est le plus important overall. Puis une autre manière d'avoir une discussion ouverte, c'est vraiment de parler au « je ». La pire chose à faire lorsque tu veux chercher à convaincre quelqu'un, c'est de lui dire « tu ». Parce que « tu », c'est super accusateur. La personne va se sentir qu'elle est en danger. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de garder le « je ». Donc, je me sens, je pense que, j'ai l'impression que. C'est vraiment les mots magiques que tu dois adopter dans toutes les négociations pour que l'autre personne se sente en confiance. Ensuite, on va parler de l'empathie qui est tactique. Donc, qu'est-ce que la différence en fait avec l'empathie et l'empathie tactique?
L'empathie, c'est ta capacité à reconnaître la perspective d'un interlocuteur et de verbaliser cette reconnaissance. Oui, c'est vraiment important parce que ça te permet de comprendre ce que l'autre vit, de te mettre à sa place, puis t'engager aussi à saisir son point de vue. Mais ce qui est encore plus important en négociation, en fait, c'est l'empathie tactique. Donc oui, c'est non seulement comprendre l'émotion et l'état d'esprit d'une personne, mais encore plus loin, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les émotions de la personne. Parce que derrière chaque émotion qu'on ressent, il y a un besoin, en fait, il y a un pourquoi. L'empathie tactique est pratique pour mettre en lumière les obstacles émotionnels, mais aussi les voies pour parvenir à un accord commun. Puis souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire de la projection sur les autres, donc on va projeter la manière dont on se sent pour eux, parce que c'est l'un de nos biais, en fait. Et ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que si on met de la projection, ben l'autre personne se sent pas du tout comprise parce que on fait juste lui prêter des intentions qui sont pas nécessairement là et c'est ça qui va venir créer un biais en fait dans notre communication et pourquoi on doit vraiment utiliser l'empathie tactique pour déterminer les obstacles qui sont émotionnels pour ne pas faire de projection. Puis je suis certaine que tu as déjà vu ça en vente ou quoi que ce soit, mais souvent tu vas dire, admettons il y a un vendeur qui t'appelle au téléphone. Il veut te vendre, je sais pas, les derniers Tupperware, ça, premier exemple qui me vient en tête. Il va commencer des questions comme, est-ce que tu cuisines? Oui. En fait, non. Est-ce que t'aimes la nourriture? Oui. Est-ce que tu gardes des restants? Oui. Et toutes ces questions-là qui te forcent à dire oui, en fait, vont venir faire en sorte que tu vas développer cette sorte d'aversion envers le vendeur parce que tu sais qu'au bout de la ligne, il y a quelque chose qui va vouloir te vendre. Donc, l'une des techniques, en fait, dont tu parles dans le livre que j'ai trouvé super intéressante, c'est de débuter la conversation avec un non. Donc, c'est vraiment contre-intuitif parce qu'on pense que non, ça veut dire que la discussion est finie. Et autant c'est vrai dans des contextes où la sécurité d'une personne peut être atteinte, si la personne dit non pour sa sécurité physique, mentale, émotionnelle, peu importe, non veut dire non. Mais là, je parle strictement dans des contextes de négociation, admettons travail, vente, quoi que ce soit. Mais si tu commences la conversation par un non, ça fait en sorte que la personne va se sentir beaucoup plus à l'aise de dire ses vraies intentions par la suite, puis elle va être plus ouverte à t'écouter que si elle se sent corner dans un coin à devoir dire oui. Puis ça, en fait, le contexte de dire non, je sais que ça a été pris lors d'une campagne aux États-Unis pour recruter des gens, en fait, à signer pour des partis politiques, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui appelait justement par rapport à un script qui était basé sur « Est-ce que tu penses que les États-Unis peuvent aller mieux? » Oui. Est-ce que tu penses que telle personne est la personne pour nous représenter au gouvernement? Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner de l'argent pour que cette personne-là aille au gouvernement? Puis là, après ça, la personne disait non, pas intéressée. Et la conversation finissait là. Tandis que tes deux premières réponses à tes questions étaient oui. Mais lorsqu'ils ont changé le script, en fait, c'était est-ce que les États-Unis vont mieux que ce qu'ils n'ont jamais été, selon toi? Puis ensuite, la personne disait non. Puis ensuite, il disait, est-ce que tu es satisfait en ce moment avec la situation dans laquelle on vit? Ensuite, la personne disait, non. Et venait ensuite la question de, est-ce qu'on peut accepter ta donation pour faire en sorte que ta voix soit écoutée? Et ensuite, je pense que c'était 37% de plus qu'ils ont vu que les gens allaient signer et donner de l'argent pour cette campagne. Donc, commencer ta discussion par un non, une question à laquelle les personnes vont dire non plutôt que oui, c'est vraiment quelque chose qui a de l'influence par rapport à la perspective des gens quand tu veux quelque chose. Puis sinon, en fait, si jamais tu es en vente et tu te demandes comment est-ce que tu peux être certain que la personne te donne un vrai oui, parce qu'il y a 3 types de oui, en fait. Tu as le oui d'engagement, qui est un oui ferme, concret, qui est comme on va de l'avant, let's go. Tu as le oui de confirmation. Donc, la personne fait juste dire oui pour que la discussion continue, puis t'écoutes et blablabla. Et tu as le faux oui. Donc, c'est la personne qui va dire oui, mais que tu sais que dans le fond, elle n'est pas vraiment engagée avec le projet. Donc, comment est-ce que tu peux t'assurer que le oui est vraiment un oui d'engagement et non un oui de confirmation ou un faux oui? Dans le fond, c'est que tu vas poser 3 questions qui sont dites de manière différente, mais qui vont venir renforcer ce que la personne vient de te dire. Donc, la première question, c'est ta question simple. Donc, la personne va probablement te répondre oui. La deuxième, en fait, c'est un étiquetage. Donc, tu vas dire, j'ai l'impression que cette situation-là est vraiment importante pour toi. Puis la personne va être comme, oui, exactement, c'est ça. Puis la troisième devrait être une question de type, soit comment ou quoi, pour demander des détails sur la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, l'aspect le plus important, je pense, de l'épisode, ce serait quoi? Les 6 étapes pour faire en sorte qu'une négociation soit réussie.
La première étape, c'est savoir prendre des pauses efficaces. Donc, souvent, quand on va poser une question, on va avoir tendance à, si personne répond dans les 2 prochaines secondes, continuer à s'expliquer, littéralement dire n'importe quoi. Ça m'arrive tellement souvent au travail, je vais poser une question, puis au lieu de laisser les gens prendre le temps de répondre, je vais tout de suite embarquer avec plus d'informations, mais souvent, c'est que les gens ont besoin de temps pour réfléchir. Donc, ne pas avoir peur de prendre des pauses qui sont stratégiques, donc à la fin d'une question, puis laisser l'autre personne répondre, ça fait en sorte que souvent, on va te donner plus de détails que promis. Puis la deuxième étape, en fait, c'est les encourageurs minimaux. Donc, admettons, une fois que la personne a fini de répondre à ta question, tu peux laisser un moment en disant Ah oui, je vois. Ou juste Pour que la personne, en fait, si t'embarques pas avec souvent une autre question ou une réponse à ce qu'elle vient de dire, elle va continuer à expliquer, en fait. Puis, le plus d'informations que la personne te donne sur elle-même, le plus que la personne parle, le plus d'informations tu récoltes et le mieux tu vas pouvoir venir justement adresser les obstacles émotionnels. Parce que le but en négociation, c'est souvent de laisser l'autre parler pour comprendre et s'assurer que la personne soit écoutée et confiante. Une fois que tu as fait les pauses efficaces et les encourageurs minimaux, la troisième étape, ça va être de venir miroir ce que l'autre personne vient de te dire. Donc, souvent, en fait, comment ça va fonctionner, c'est que les 3 derniers mots qu'elle va t'avoir donnés, tu vas juste les répéter, en fait. Donc, disons qu'elle va te dire, je sais pas, les 3 derniers mots, ça va être besoin d'approbation. Donc, tu vas le répéter, besoin d'approbation. Puis tu vas attendre. Et la personne va continuer à parler. Elle va se remettre à t'expliquer la situation avec encore plus de détails pour clarifier. Elle va littéralement te répéter et te donner plus d'informations parce qu'en faisant un miroir, en fait, ce que ça fait, c'est que la personne se sent écoutée. Elle prend pas ça comme une accusation, puis elle va donner encore plus d'informations sur ce qu'elle recherche. Et on peut faire ça, honnêtement, tu serais fasciné le nombre de fois où tu pourrais juste répéter ce que la personne te dit. Elle va continuer à parler parce que c'est littéralement comme ça qu'on a été wired, on a été construit pour littéralement donner des informations. On est des êtres sociaux après tout. Et la 4e étape après avoir un miroir, puis tu as l'impression que tu as assez d'informations, c'est l'étiquetage. Donc c'est là que tu vas venir dire « J'ai l'impression que... me semble que... je pense que... » C'est toutes des choses que tu peux lui dire pour reformuler ce qu'il vient de te dire. Et ton but, c'est qu'elle te dise « C'est exactement ça. Tu me comprends. » Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va venir te dire aussi après tout ça « Ah oui, t'as raison. » T'as raison, c'est la dernière chose que tu vas entendre en négociation parce que l'autre concède que c'est toi qui as raison puis tu as donné l'opportunité. Et lorsque les gens ont l'impression que ça revient à toi, ils vont rien faire pour changer. Tandis que si la personne, tu lui répètes ses propres mots et qu'elle te dit « c'est exactement ça », ben elle va être beaucoup plus engagée dans ta discussion parce que ça va venir d'elle et elle va se sentir représentée aussi puis ça va faire en sorte qu'elle veut s'engager. Donc, une fois que tu as fait tes pauses efficaces, tes encourageurs minimaux, ton miroir et l'étiquetage, tu vas venir faire une paraphrase. Donc, tu vas reformuler encore une fois ce que l'autre te dit, mais cette fois-ci dans tes propres mots. Comme ça, tu as vraiment l'impression que la personne, tu comprends ses besoins et elle sait qu'elle peut te faire confiance, ce qui va faire en sorte que, pour terminer, tu vas venir faire un résumé. Donc, tu vas utiliser la paraphrase et l'étiquetage pour les mettre ensemble et faire en sorte que la personne se dise « Oui, cette personne-là me comprend et j'ai envie de faire affaire avec elle. » Puis, honnêtement, le plus gros struggle, c'est que lorsque tu vas faire ça, tu vas tellement avoir l'impression que tu te répètes, mais lorsque tu regardes comment la personne va venir interpréter ce que tu dis, elle va même pas s'en rendre compte que tu es en train de te répéter. Ça vient confirmer pour elle que tu l'écoutes, que tu la comprends, et c'est ça qui fait en sorte, au final, qui va faire une différence entre quelqu'un qui a une offre et quelqu'un qui en a pas. Donc maintenant qu'on a vu les outils et les stratégies pour mener la discussion, on peut maintenant aller voir comment gérer les tensions et maximiser les résultats. Donc la première chose en fait que je te dirais, c'est connaître les 3 types de négociateurs. Donc toi, t'en es sûrement un, puis chances are que lorsque tu vas aller argumenter avec quelqu'un, il y a probablement un style qui est différent du tien. Ils sont regroupés en 3 catégories. Donc, tu as l'analyste, l'accommodateur et l'assertif. Donc, l'analyste, c'est vraiment le type qui va être méthodique, rigide et réservé. Il aime les chiffres, il aime les nombres, il aime comprendre, il aime analyser. Puis, c'est plutôt du type qui va être réservé. Puis, t'es mieux d'arriver préparé parce qu'il déteste les surprises. Et si tu lui en fais une, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment le type de personne avec qui tu vas être préparé, tu vas direct au point, parce qu'il est peu émotionnel, puis il préfère les échanges qui sont logiques et factuels. Donc, comment est-ce que tu peux négocier avec ce type-là? En fait, c'est d'avoir tes données priorisées. C'est un type qui va avoir besoin de temps pour réfléchir. Il va souvent éviter les émotions, puis il va s'attendre à des réponses qui sont claires. Il peut sembler froid,
Mais c'est vraiment avec ce type que les questions calibrées vont venir faire des miracles pour que tu puisses vraiment déterminer qu'est-ce qui sont ses réelles motivations derrière cette négociation. L'accommodateur, ça c'est mon type, 100%. Donc c'est un type qui est sociable, optimiste et qui est axé sur les relations. Ça se concentre surtout par sa communication et ça cherche à entretenir de bonnes relations. C'est un type qui va préférer faire du small talk un peu avant, d'établir une relation émotionnelle, donc amicale. C'est vraiment important pour lui pour se sentir en confiance. Puis souvent l'approche de négociation avec ce type-là, ça va être de chercher à faire plaisir, d'être agréable, amical, puis de vraiment sentir que t'es important. Mais par contre, c'est le type qui va céder le plus souvent pour faire en sorte qu'ils évitent le conflit et ils espèrent avoir des concessions réciproques. Donc, faut faire attention des fois avec ce type-là parce que ça peut être facile de concéder. Mais le dernier type aussi dont je veux parler, c'est l'assertif. Donc, c'est celui qui va être le plus direct. Sont axés sur l'action et le résultat, puis c'est souvent le type pour lequel le temps, c'est de l'argent et il prend au pied de la lettre. Donc, si jamais tu veux négocier avec eux, il faut vraiment que tout soit préparé, que tu poses des bonnes questions au bon moment, que tu comprennes leurs besoins souvent d'avance, même si sur le moment, c'est là que tu vas poser tes questions. Puis, ils préfèrent agir sur le moment plutôt que réfléchir. Donc, c'est souvent avec eux que le deal tu vas avoir l'impression qu'il doit aller très vite, mais c'est à toi de poser les questions et faire en sorte qu'ils soient vraiment écoutés pour qu'ils sentent que, tu le comprennes, mais que tu restes pas en surface non plus. Puis c'est souvent le type avec lequel tu veux entendre un « c'est exact ». C'est exactement ce que je veux dire, parce que c'est là qu'il va avoir l'impression que tu le comprends et que tu es la bonne personne pour lui. Puis, dans le fond, j'ai terminé cet épisode-là avec comment est-ce que tu peux négocier un salaire. La première chose qui est dans le livre, c'est de commencer par négocier les termes qui sont non salariés. Donc, admettons, si tu veux plus de vacances, admettons, tu as juste 2 semaines, puis tu vas ajouter une autre semaine, reste là-dessus, puis ramène-le souvent dans la discussion pour pas que les gens oublient. Donc, ça va faire en sorte que tu peux avoir quelque chose de plus, mais en même temps, tu vas être compensé monétairement aussi. Puis, le fait de demander des choses qui sont non salariées, ça peut venir aussi jouer en ta faveur parce que des fois, si jamais ils peuvent pas faire de concessions pour avoir tes demandes, ils vont venir augmenter ton salaire en parallèle. Une fois que tu as ton salaire, faut que tu établisses des objectifs qui sont clairs pour que tu saches exactement qu'est-ce qu'il te faut pour te rendre à la prochaine étape. Puis, ça va montrer aussi ton engagement envers ton poste, ton emploi. Puis, souvent, une question que les gestionnaires adorent avoir, c'est qu'est-ce que ça prend pour réussir ici? Ça prouve ton engagement, ça prouve que tu es motivé. Puis aussi, c'est un gage de ta réussite si tu es autant motivé à poser cette question-là. Donc, ça va vraiment beaucoup t'aider dans ta négociation de salaire. La dernière étape, ce serait vraiment d'aller avoir ton patron qui va venir t'aider et qui va venir ton allié et ton mentor, parce que c'est lui au final qui va aller négocier ton salaire avec les exécutifs, avec les relations humaines. Donc, plus il est impliqué dans ta réussite, plus il va aller se battre pour toi parce que ta réussite est aussi sa réussite. Donc, maintenir une bonne relation avec ta gestionnaire, je pense, ton ou ta gestionnaire du moins, je pense que c'est vraiment une manière qui est efficace pour aller chercher un meilleur salaire au final. Puis aussi, si admettons, c'est ta première fois que tu négocies une offre de salaire, laisse l'autre personne aller en premier. Parce que lorsque l'autre personne te donne déjà un range, toi ensuite, tu vas pouvoir venir contre-attaquer, si je peux dire, avec un chiffre que tu aimerais avoir. Puis lorsque la personne te donne son offre et qu'ensuite tu donnes la tienne, c'est là que la négociation commence et que vous pouvez discuter par rapport au range qui est possible. Puis souvent, vous allez atteindre un entre-deux. Puis juste pour mettre les choses en perspective, il n'y a jamais personne qui a perdu une offre d'emploi parce qu'il a cherché à négocier son salaire. Si tu as l'offre d'emploi, c'est que l'employeur te veut, tu es à ta place. Donc, tu n'as rien à perdre à essayer d'aller chercher un meilleur salaire parce que tu as tout à gagner, bien au contraire. Naturellement, ensuite, tu peux aller utiliser toutes les techniques dont on a parlé dans la partie 2. Donc, les 6 étapes, tu peux aller les revoir, mais je suis certaine que c'est un framework qui fonctionne. Parce que c'est de la psychologie humaine, en fait. Les humains, comme je l'ai dit au début, on est irrationnel, on est émotionnel. Donc, dans la négociation, ce qui est le plus important, c'est d'aller chercher les besoins non dits de l'autre personne et vraiment se mettre à leur place, utiliser l'empathie tactique et faire en sorte que tu développes de meilleures relations, en fait. Donc, c'est la fin de l'épisode sur la négociation. J'espère sincèrement que tu as appris quelque chose aujourd'hui et que ça t'a donné plus confiance en toi, en fait, pour aller négocier ce que tu veux, ce que tu vaux. Et c'est tellement un skill qui est nécessaire à développer. Puis, t'as pas à avoir peur d'aller demander ce que tu veux si c'est vraiment dans l'intérêt du bien de l'autre personne et de ton bien-être. Ça peut que aller dans le bon sens des choses. Donc, pour résumer, on a vu ensemble les fondamentaux de la négociation, qu'on est des êtres irrationnels et émotionnels, et c'est ce qui va faire en sorte qu'on prend nos décisions de la manière dont on les prend. Ensuite, on a vu les stratégies et les outils pour mener à bien la discussion, donc les pauses efficaces, les encouragements minimaux,
le miroir, l'étiquetage, la paraphrase et le résumé. Et pour terminer, comment gérer les tensions, c'est en connaissant les 3 types de négociateurs. Donc, la prochaine fois que tu cherches à négocier un salaire, le prix d'une auto ou même ton horaire de job, n'hésite pas à utiliser tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.